Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique, mais un 100% politique un petit peu particulier, parce que nous ne recevons pas aujourd'hui des hommes politiques, mais des artistes, parce que Mano Loutobi nous a quittés et il me paraissait important d'avoir des témoins qui viennent témoigner précisément de qui il était et de ce qu'il a fait pour et dans ce pays. Messieurs, bonsoir. Nous avons donc Sully Kali. Bonsoir. Sully Kali, vous êtes quoi? Eh bien, on est là tout doucement. Un peu triste avec le décès de Mano Loutobi aussi, de Pierre Lafarge. Puis oui. J'ai travaillé 20 ans avec lui à France Télévisions, disons, en Martinique la première. C'est vrai, Lafarge est parti aussi. Bonsoir Daniel Bétis, comment allez-vous? Ça va bien, plaisir d'être en votre compagnie. Vous vous présentez comme un témoin culturel. Oui, je crois qu'après 50 ans de vie depuis le CERMAC, eh bien, j'ai pu voir tout ce qui se passe dans le milieu culturel, non seulement dans le milieu culturel, mais dans le milieu des médias. Je voulais saluer la mémoire de deux grands de l'audiovisuel qui nous ont laissés, à savoir Pierre Lafarge de France Télévisions et Mano Loutobi de RCI. Est-ce que ça vous ennuie de commencer par vous présenter, vous? Rappelez-nous qui vous êtes, Monsieur Sully Kali. Oui, donc je suis dans le paysage culturel de la Martinique depuis un bon moment. Et donc on me connaît en tant que facteur de tambour. Donc j'ai deux ateliers où je réalise des instruments de musique. Et aussi en tant qu'écrivain, puisque j'ai écrit plusieurs livres. J'ai réédité aussi par exemple Léonard Gabriel. J'ai producteur, puisque effectivement j'ai produit Mano, et Mano Noël, c'est moi qui ai produit. J'ai produit Mona, T-Emile, T-Raoul, beaucoup moins, une cinquantaine, soixantaine de disques. Et encore, je suis dedans toujours. Et je suis également entrepreneur en tant que forestier. Ça me permet de faire des tambours, donc je suis avec l'ONF. Je suis aussi vice-président de FIBOIS. FIBOIS, c'est un organisme qu'on a mis en place pour relancer la filière bois. Et je suis entrepreneur aussi en Afrique et à Sainte-Lucie, donc je fais pas mal de choses. Mais les gens, il ne faut pas faire beaucoup de bruit ici. Il faut être dans la discrétion, tout doucement. Mais je suis au combat tant que je peux. Je suis en résistance. Donc vous fabriquez les tambours? Je fabrique les tambours. Avec du bois? Du bois. Alors à l'origine, on a toujours fait les tambours avec on dit bois mérin. Mais je dis aux gens, mérin, ce n'est pas du bois. Le bois, c'est du chêne qu'on prend, qu'on récupère dans des fûts qui arrivent, le bois de chêne ne pousse pas ici. Donc c'est du travail, c'est-à-dire qu'on récupère des douelles. En matière de tonnellerie, on dit des douelles pour confectionner, réaliser le tambour traditionnel, le tambour belé, le tambour damier. Mais aujourd'hui, la révolution qu'il y a dans cet aspect de notre tradition, c'est pouvoir faire des tambours avec du bois local, c'est-à-dire comme mahogany, poirier pays, et bois gomme, qu'on fait les canaux, et toutes sortes de bois qui poussent à la Martinique, même du bois fouille à pain. J'ai de l'arbre à pain que je fais des tambours avec. Pour moi, c'est un plaisir de faire des mariages d'essence autour du marron bleu surtout. Le marron bleu, c'est le seul bois bleu que nous avons ici, là, qu'on trouve dans toute la Caraïbe. Et puis c'est un plaisir. Vous êtes né où, depuis combien de temps? Vous êtes né où et depuis combien de temps? Je suis originaire de Gaumont. Et donc je suis né depuis un petit moment. Hein. Okay. Ouais. Vous êtes comme des jolies femmes, vous dites pas votre âge. On connaît que ça, c'est partout. J'ai été élevé par ma grand-mère au Gaumont, donc sans père. Mais ma mère est partie chercher la vie en 1960. Je m'en rappelle comme c'était hier matin. Le Bibidome, non? Non, même pas. C'était pas le Bibidome. Le Bibidome est arrivé légèrement après. On n'avait pas passé par le Bibidome. C'est cotisation familiale avec mon grand-père, tout ça. Et elle a pu partir. Elle a fait une formation en tant qu'aide-soignante. Oui. Et depuis, donc j'ai vécu avec elle en métropole
j'aime pas ce terme, la métropole. En France, je dis, en France hexagonale, en 1966. Vous aviez quel âge quand vous arrivez en France? Là, on va savoir mon âge tout de suite. Dites à peu près. Aujourd'hui, là, je dis ça, en exclusivité à KMT, j'ai 70 ans et puis la monnaie. Et puis la monnaie. Et puis la monnaie. Je suis toujours au combat jusqu'à maintenant. Et chaque instant, chaque jour, j'essaie d'améliorer mon sort. J'ai fait beaucoup pour le pays, beaucoup. Mais je peux dire que j'ai un dossier à la préfecture. Et je pense que depuis 25 ans, on essaie de me donner l'ordre national du mérite. Et pourtant, je profite pour le dire, hein, parce qu'il faut savoir des choses, c'est-à-dire que je suis citoyen d'honneur en Afrique. Et donc, Chavez, le président Chavez, juste avant de mourir, quelques temps après, ils ont envoyé un avion me chercher avec mon orchestre. Hugo Chavez du Venezuela. Oui, Venezuela, oui. Et j'ai eu plein de distinctions. C'est pas au Canada, j'ai plein de distinctions et parfois je me dis, mais c'est. Donc ça fait mon dossier là depuis au moins 9 mois aujourd'hui là. Donc les 25 ans sont. Et l'enquête dure 6 mois, et bien je suis là. Donc mais je bouge, je me déplace n'importe où, comme j'ai dit tout à l'heure. Je me déplace parce que il faut, en fin de compte, dans cette société martiniquaise, il faut s'assumer. Il faut essayer de, chaque instant, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, d'améliorer son sort, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que les gens n'osent pas parler, nous avons une administration. Et ma dit très souvent, c'est pas toute loi et votée en France qui est bon pour nous. Il faut jamais oublier ça. Nous sommes insulaires, donc s'il y a un problème au niveau mondial, nous sommes le premier à prendre du fer parce qu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion pour nous donner à manger. C'est ça. Donc il faut essayer d'améliorer son sort, trouver des arguments, des choses pour essayer d'aller, mais c'est pas évident. Mais comme je suis dedans, je suis plus dedans, je vois au quotidien comment ça se passe, j'essaie de me donner les moyens d'avancer jusqu'à mon départ définitif. Je suis là. D'accord. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, à quel âge vous êtes arrivé en France quand même? En 1900, j'avais 10 ans à peu près. Voilà, donc vous aviez 10 ans, vous arrivez en France, d'accord? Oui. Est-ce que vous avez connu le tambour d'Amiens, le tambour avant de partir? Ah oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que j'habite toujours, je suis là quelquefois, chez ma grand-mère, au bourg du Gomorne. Et au bourg du Gomorne, il y avait exactement à 70 mètres de la maison familiale, il y avait la mutuelle du Gomorne. Et à la mutuelle du Gomorne, j'ai eu le temps de voir beaucoup d'orchestres, des orchestres qui sortaient de toute la Caraïbe. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui là, parce que les associations, le réveil sportif, avait le bal du réveil sportif chaque année. J'ai connu le Maticocos. Il y avait tous ces grands orchestres qui venaient en Martinique, de Porto Rico, de partout. Mais il y avait aussi, à cette époque, il y avait les grands bals de toutes les associations, le bal du Serge Rouge, le bal de ceci, le bal de ça, mais ça a disparu complètement. J'ai vécu ça. Alors, dans ces bals, ma grand-mère faisait par exemple cuire, nous avons une vie modeste, par exemple des œufs. Mais elles aimaient ces airs pour le bal. Des canaries étaient arrêtés là. Nous, quand on entend ça, nous, quand on mangeait tout comme ça. Mais le poulet rôti aussi. Nous, quand parce qu'il y avait beaucoup de vifs qui restaient là. On passait, on arrachait une cuisse de poulet. On glissait ça comme ça. On sait qui est, nous, c'est qui? Alors, tous les jeunes de mon époque. Parce que vous aviez des frères et des sœurs. Oui, combien? Il y avait des frères et des sœurs. Nous sommes en fait à 5. Nous sommes à 5. Et ouais, nous avons tous été élevés, à part un, puis j'ai un frère métis qui me ressemble, mais il est blanc de blanc. Et c'est Joël qui est là, il n'y a pas de problème, parce que comme ma mère s'est mariée avec M. Kali, c'est un Français blanc de blanc. Il m'a reconnu, c'est pas mon beau-père, c'est mon père adoptif. C'est pourquoi on dit Sully. Et Kali, la personne qui entend Kali pense que son nom africain, non, son nom purement, et j'ai eu l'occasion de d'expliquer ce nom-là depuis longtemps, parce qu'il y a des choses derrière ça. Autrement dit, à 10 ans, vous avez 10 ans, vous arrivez dans le pays de la valse, dans le pays du tango, dans le pays du violon, dans le pays des instruments modernes, quoi. J'ai dit une bêtise, des instruments modernes, en disant ça? Alors, c'est-à-dire que jamais, lorsque je regardais un livre de lecture, puis j'avais déjà un certain âge, je voyais les marrons chauds, je voyais, pour moi, à ce moment-là, marrons chauds, mon rêve, c'était de partir voir les marrons. Je voyais la neige,
Paris, c'était Ville Lumière. Tout ça, c'était le rêve d'enfant. Mais j'allais en même temps au Gaumont, j'allais au cinéma à 50 centimes, à 11h. Et j'allais voir les films. Ça allait le western, on ne chargeait jamais les revolvers. Je voyais tout ça. Mais jamais un jour, j'aurais pensé que je serais arrivé en France. Ma maman travaillait à l'hôpital Beaujon, à Clichy. C'est là que j'ai vu ce hélicoptère posé sur l'hôpital. Il y avait la coopérative, que les infirmiers, les médecins, tout le monde, il y avait une boutique. On allait acheter là, à l'hôpital de Beaujon, et donc c'est l'hôpital Beaujon à Clichy. Et c'est là aussi que j'ai vu l'hôpital est fait jusqu'à maintenant en pierre rouge, en brique rouge, par rapport aux autres hôpitaux qui existent. Donc ça m'avait frappé. Et ma maman m'a emmené voir Tati, qui existait déjà. J'ai vu la Ville Lumière. Et là aussi, j'ai vu, parce que je n'étais pas dans le tambour de ça à cette époque-là. Justement, excusez-moi, mais c'est ça ma question. Pourquoi vous n'avez pas oublié le tambour quand vous êtes arrivé dans ce monde tellement nouveau pour vous? Mais oui. Et c'est-à-dire que chaque individu, je pense, dans cette société, dans cette vie, a des dons, peut-être des dons cachés. Il faut qu'il y ait un élément qui fasse sortir ce don. Alors ce qui s'est passé, j'ai fait 1 année seulement en France. Mais lorsque je partais, je laissais le Gaumont. Et vous êtes revenu en Martinique? Oui. Mais en 1 année, j'ai une évolution de 10 ans. C'est-à-dire que à 11h du matin, le jour de mon départ pour Paris, j'avais les mains tendues comme ça, ma grand-mère avait acheté des gants, et je suis passé partout, je parle français déjà. Je pars en France, je vois les amis, petits amis là, je pars en France, mais je partais à 4h de l'après-midi, mais elle avait mis un Borsalino, comme pour moi, et chez Mazarin, puisque la boutique, je peux dire ça parce que la boutique n'existe plus, et j'avais un veston Mazarin, et puis j'avais des gants, et elle avait acheté un sac de sport pour moi. Pourquoi vous êtes parti en hiver? Je suis parti en hiver. J'étais à 11h du matin, j'étais déjà cafété pour l'hiver. Au mois d'octobre, il me semble. J'étais en plein hiver, mais ici il y avait un gros soleil. Donc je suis habillé comme ça et je passe partout pour dire que je pars. Mais 1 an, j'ai pris 10 ans sur tous mes amis. Au bout de 10 ans, je suis revenu ici. Il y a des choses avec Sully, il y a des choses à dire. Hein. Et là, je parle que français. Comment ça va? Comment tu vas? Tu vas bien? Comment ça va? Puis... J'ai vécu tout ça, il y a des choses à dire. Mais attention, j'ai vu des choses, j'ai une évolution. Monsieur Kali m'a fait faire tous les musées. Alors Monsieur Kali avait un Solex noir. Enfin un petit noir, sur un Solex noir, avec un blanc qui conduit là comme ça. Mais tout le monde nous regardait, il disait, c'est exceptionnel, comment ça? Et il n'y avait pas beaucoup de noirs à l'époque. Donc on me promenait sur les Champs-Élysées, Champ de Mars. J'ai vu le musée Gruvin, comme c'est un ancien militaire, il m'a emmené au musée des Invalides. J'ai vu tout ça. Alors, en voyant tout ça, en retournant au pays, j'avais une sacrée avance. Sur les autres, j'avais laissé. Il n'était jamais sorti. Oui, jamais sorti, c'est ça. C'est l'avantage. Est-ce que vous avez des pantalons? Vous portiez un pantalon? Au lieu d'avoir un short, vous portiez un pantalon. Et je portais des pantalons longs, disons. Oui, j'ai porté ça. Attention, mais en Martinique, je veux dire. Quand vous êtes retourné en Martinique, je vous habillez avec un pantalon long. Oui. Mais les enfants à cette époque portaient beaucoup de Bermuda. Même pour la première communion, tout ça. Je me rappelle de ça. Mais il y a un événement, c'est-à-dire qu'il faut dire ça quand même. Ici, il y a du parquet. Je suis arrivé en France. J'étais dans le béton, c'est-à-dire que chez ma grand-mère, c'était planche fouille à pain. Le monde mettait en caille. Et je suis arrivé en France. Du lendemain, alors, j'arrive dans un appartement à Épinay. Mais tous ces HLM-là étaient avec du parquet. Il fallait laisser ses chaussures dehors. Et puis il y a 2 patins. Vous montez sur les patins, vous glissez par là dans la maison. mais c'est pas possible. Mes pieds sont larges comme ça, dans la campagne de Gaumont. Subitement, ces mêmes pieds sont sur des patins, il faut glisser dans la maison. Ah, ça n'a pas de nom, c'était extraordinaire. Je dis, c'est pas possible. Donc je me suis retrouvé dans une situation incompréhensible. Je me suis habitué petit à petit. Vous suscitiez l'admiration des jeunes Martiniquais quand vous êtes revenu de France. Ah oui. Vous étiez celui qui avait voyagé. Qui était allé en France. Oui. D'accord. Et lorsque je voyais une roue, je disais, qu'est-ce que c'est que ça? La roue.
Non, il faut bien comprendre. Parce qu'en 1966, c'était une évolution pour un enfant qui part. C'est fou. Et puis c'est dit que je pars pas pour rester, je suis revenu. Et parce qu'il y a eu beaucoup de petits problèmes. Le dépaysement était trop fort pour moi. De la campagne, de seul coup arriver, je vous dis, je glisse par là. C'était difficile. J'ai fait ma communion là-bas. J'étais à l'école. Alors j'ai subi ce qui était difficile pour moi, j'ai subi le racisme. Il y avait un petit, il était derrière moi tout le temps. Je me rappelle, il avait un chapeau, il m'appelait Blanche-Neige. Tout le temps, tous les jours, Blanche-Neige. J'ai dit, bon, et comme j'ai un père blanc, attends, tu vas voir ce qui va se passer. Un père blanc, il est venu, les familles sont venues un jour à l'école. Et parce que je suis un garçon calme, gentil, posé. J'ai jamais frappé, mais je subissais. Et à force de subir, j'ai dit à ma mère, j'ai raconté l'histoire à ma mère. Le couple, ma mère et son mari, donc M. Kali, mon père adoptif, sont arrivés. De l'autre côté, le couple est arrivé pour le petit qui m'embêtait. Ils ont parlé au directeur, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, combat pété. Les deux couples se sont mis à se battre et puis je regarde comme ça. Ils se battent pour moi. Je dis, ouais, point. Ils se sont battus pour celui. Les deux couples, donc les petits garçons, des anecdotes comme ça, extraordinaires. Daniel Bétis, vous avez envie de lui demander qui est-ce qui a gagné dans le combat? Pardon? Vous avez envie de lui demander qui est-ce qui a gagné dans le combat, tel que je vous connais. Je pense que c'est de l'investigation. Hein. Je pense que rapidement, le directeur a fait arrêter la bataille. Exactement. La bataille. C'est ça. Et les choses se sont retrouvées calmées à la normale. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, tout s'est calmé. Et puis l'enfant me regardait, je regardais, puis c'est tout. Vous avez quand même, à part ça, pendant cette année, rencontré le racisme en France? Ah oui, je peux dire beaucoup de choses. Hein. C'était en quelle année? J'ai pas compris la question. En quelle année vous... Ah non, dans les années 68, il n'y avait pas beaucoup 1966, quoi. Par là, oui. Vous habitiez où? À Paris ou Non, j'étais à Épinay-sur-Seine. Mais à un moment, je me suis mis à fuguer. Par exemple, je dormais chez les Arabes. Mais je ne savais même pas que j'étais des Arabes. Je n'étais pas sûr de ça. Des amis, la famille Boura. Donc vous étiez en train de fuguer à l'âge de 10 ans? Oui. C'était difficile. C'est incroyable, ça. Ah oui. Je dormais dans les caves. J'ai pas peur de le dire, je dormais dans les caves. Mais pourquoi? Oui, parce qu'à la maison, il y avait des problèmes. D'accord. Je pense que le dépaysement était trop fort. En un an, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On m'a arraché de ma campagne de Gomorre. J'espère pouvoir écrire sur 100 jours comment un jeune enfant qui est arraché de sa campagne pour rejoindre sa mère. Et puis, c'était pas évident. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Daniel? Ce dépaysement? C'est normal. C'est normal, ce dépaysement. C'est normal, sa réaction. J'ai connu des amis qui n'ont pas fugué, mais qui vivaient un mal-être. Donc, on peut comprendre ça, arraché de la Martinique dans une culture, arriver là-bas où la culture était imposée. Hein. Aujourd'hui, c'est autre chose. On retrouve sur la scène nationale, on retrouve des éléments de culture et puis il y a ce rapprochement des cultures, cet échange entre les cultures. Quand vous étiez, à l'époque dont vous parlez là, pour vous la France, vous avez dit c'était quelque chose de magnifique, c'était Versailles, c'était les Champs-Élysées, etc. Mais vous êtes arrivé au mois d'octobre, c'est l'automne. Oui. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais c'est quand même pas l'hiver. Comment vous avez vécu la France? Est-ce que ça vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été émerveillé? Et c'est-à-dire, premièrement, il y a eu un choc. Le choc, c'est en descendant de l'avion, le foie. Je sors du soleil, il y a eu un choc, mais j'étais bien couvert. Et petit à petit, j'ai commencé à voir des choses, j'ai commencé à voir les images que je voyais dans les livres de lecture. Marron chaud, et des gens, l'hôpital, plein de choses que je voyais. Vous étiez émerveillé? Oui, j'étais dans le point. C'est-à-dire qu'on a été à Paris, par exemple, la nuit,
c'était la ville lumière. Pour moi, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé par plein de choses. Et ce que aujourd'hui, je ne retrouve plus à Paris. Je ne sais pas si c'est le mal effet, c'est plus Paris des années 60. Aujourd'hui, c'est plus pareil, hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes yeux non plus. Non, j'ai pas les mêmes yeux, c'est ça. Les mêmes yeux, mais j'ai été émerveillé dans un premier temps, et puis après, ça s'est un peu dégradé. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'habitais dans une banlieue. Et de la banlieue à Paris, intramuros, il fallait prendre le métro. Et je me souviens, par exemple, le métro, il y avait des gens qui perçaient, poinçonnaient les tickets. J'ai vu ça aussi. Et j'ai vu tout ça, j'ai vécu tout ça. Pourquoi vous êtes à côté de Sully Kali aujourd'hui, Daniel? Parce que Sully Kali m'a invité sur l'émission pour rendre hommage à Mano Lutobi. Voilà. Donc, je suis venu avec plaisir. D'accord. C'est un amiable? Mano Lutobi, que j'ai connu, oui, que nous avons travaillé. Sully Kali aussi, c'est un amiable? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez à me dire de lui? Sully Kali, c'est un créateur. Oui. C'est quelqu'un qui aime la tradition du tambour, tradition musicale, tradition aussi professionnelle, puisque quand il parle du bois, eh bien, j'ai vu Sully Kali travailler du bois. Nous avons réalisé il y a peut-être 2 ou 3 ans une émission qui s'appelait Ziétage, et dans ce Ziétage... Sur quel média? Sur Martinique Première, France Télévisions. Voilà. Ok. Est-ce que vous admirez Sully Kali, ou bien pour vous c'est un artiste comme les autres, ou bien est-ce qu'il a une particularité qui fait qu'on peut être en admiration un petit peu devant lui? Chaque artiste a un charisme. Et Sully Kali a ce charisme de pouvoir intégrer la tradition et de pouvoir transmettre la tradition. Je parle au niveau tambour et au niveau des danses traditionnelles. Vous avez voulu rendre hommage à Mano Lutobi, qui est décédé. Pourquoi vous voulez lui rendre hommage? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Alors, je peux répondre. Oui. De prime abord, Mano Lutobi est celui qui a valorisé la langue créole. Qu'on le veuille ou non. C'était qui a travaillé d'abord à la ville de Fort-de-France. Et en 1974, moi aussi j'y étais, puisque j'étais aux côtés d'Aimé Césaire pour la création du CERMAC. Ça s'appelait d'abord l'Office municipal d'action culturelle, l'OMDAC, et c'était donc dirigé par Yves-Marie Séraline. Et 2 ans après, eh bien, ça deviendra le CERMAC, le service municipal d'action culturelle, dirigé par Jean-Paul Césaire. Donc, j'ai connu Mano, on avait cette même passion pour la radio. J'écrivais d'ailleurs à cette époque pour un média qui était Interanti. Oh, j'ai eu l'occasion d'écrire aussi pour Le Naïf. Donc, je me souviens, c'était un déplacement au Sénégal. Donc, c'était tout à fait naturel. On travaillait dans le même média qui était RCI, avec, je dirais, 4 directeurs. Il y avait Guy Noël, qui était le PDG, Michel Ferry, qui était le directeur de l'information, il y avait Robert Prada, qui était le directeur de la publicité, et Jean-Claude Asselin de Beauville, un véritable militant, qui était, si on peut dire aujourd'hui, directeur d'antenne et directeur des stratégies, parce qu'il connaissait bien le pays. Donc, avec ces 4 personnes, la station RCI va prendre de l'ampleur. Elle existait depuis quand Mano est arrivé? Alors, il y a eu une première version. Et quand ces 4 personnes, ces 4 directeurs sont arrivés, il y a eu la version qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, c'est l'occasion de nous rappeler un petit peu quand même les débuts de RCI? RCI, qui n'était pas en Martinique. Non, qui n'était pas en Martinique, qui était basé à Sainte-Lucie. Il y avait en Martinique, je peux dire, un bureau avec le premier reporter qui s'appelait Philippe Reltien,
qui est devenu après grand reporter à France 2. Donc, Philippe Reltien, j'ai eu la chance de faire les sports, d'être reporter sportif, le premier reporter sportif, avec, sous la direction de Jean-Claude Asselin de Beauville et sous la direction donc de Michel Ferry et Guy Noël, qui venaient de temps en temps. C'était à l'immeuble Galette. À cette époque, il y avait le grand diplomate américain, Kissinger, qui habitait aussi l'immeuble Galette. Et donc Mano était pas tout à fait au début de RCI, mais presque quand même. Ah, il a été au début. Au début, vous savez comment les émissions étaient enregistrées? L'émission créole était enregistrée au studio Malmain à Desrochers. Ah, d'accord. Donc, c'était enregistré le vendredi après-midi. Ça partait en avion le samedi matin et c'était diffusé le dimanche. D'accord. Le directeur de stratégie, qui était Jean-Claude Asselin de Beauville, qui était le directeur d'antenne, se disait qu'il fallait être encore plus près des gens et plus réactif. Donc, l'émission, il a décidé que l'émission se ferait à Sainte-Lucie. Et on partait le dimanche matin tôt. Expliquez pourquoi ça se faisait à Sainte-Lucie. Parce que c'était l'actualité. Non, mais ça aurait pu se faire à Fort-de-France. Non, parce que... non, c'est pas techniquement... C'était interdit. C'était interdit à cette époque, à RCI, d'avoir un bureau français sur le territoire de la Martinique. Il y avait une seule radio, c'était le RTF, point final. On n'avait pas le droit d'avoir une autre radio. Et donc, ils s'étaient installés à Sainte-Lucie, et ils émettaient depuis Sainte-Lucie, puis voilà, quoi. Donc, le dimanche matin, on partait, Mano, j'ai vu des émissions avec Thibaut Moule, Antérion Florimond, donc, et plusieurs artistes comme ça, c'était soit Robert Prada ou Jean-Claude de Beauville lui-même qui pilotait, ou d'autres pilotes de l'aéroclub, messieurs Eric Mock, il y en avait tout plein. On partait, on arrivait à Sainte-Lucie, on allait à la radio, et les gens avaient, très peu de gens appelaient parce que c'était difficile. Il fallait appeler l'international pour pouvoir tomber sur la radio. Donc, et c'est là qu'a pris naissance l'émission créole, et puis après il y a eu la dérogation où RCI a pu s'installer ici à la Martinique. Il ne faut pas oublier l'apport de Félix Amar. Je crois qu'il était pilote d'avion aussi. Oui. Vous avez connu RCI à ses débuts? Non, en cours de route, oui, mais pas au début. D'accord. Est-ce que vous avez connu Mano personnellement? Ah oui, c'est-à-dire que ma relation avec Mano, c'était hors antenne, comme on dit. C'est-à-dire que, alors voici, j'ai produit Mano, voici un exemplaire. Mano, donc c'est Mano Noël, c'est moi qui a produit ça. Et nous avons travaillé sur l'affaire Maroni avec, j'ai pas le CD là, qui est dans le commerce. Et ça, c'est pas encore sorti, c'est les 16 de Basse-Ouest. C'est maintenant, avec Mano sur ce projet, à cause du Covid, j'ai rien fait encore. Je devrais pour sortir, j'espère, dans les temps qui viennent. Donc, il me donnait 5 coups de main, et puis on y va. Alors, ce qui va se passer, qui devrait se passer, c'est, nous parlons des archives de Mano. Parce que Mano avait suivi près de 29 000. Considérable. Ah oui, 29, il avait 29 000. Énorme. Et puis, il est bonne. Parce que toute l'histoire de la Martinique, en disant, c'est Mano. On peut dire ce qu'on veut, c'est Mano qui a gardé toutes les bandes sonores. C'est ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'il a été question à un moment que la région, aujourd'hui la CTR, achète quelque part, fasse l'acquisition des archives de Mano, tellement c'est important, tellement c'est à tous les niveaux. C'était très important. D'ailleurs, vous parlez de deux affaires, l'affaire Marni, et puis les 16 de Basse-Ouest. C'est Bernard. Rappelez-nous ce que c'était l'affaire Marni.
Alors, l'affaire Maroni, donc, nous avons des années 65 à peu près, qu'il y a une histoire de Maroni. Et alors, il y a eu le procès de Maroni, raconté par Marcel Monville, qui était très proche de Mano aussi. Et là, le document sonore, audio que j'ai là, donc c'est Marcel Monville qui raconte cette histoire-là, comme les scènes de Basquiat aussi, parce qu'il était au procès. Donc ça n'a pas de prix aussi, ce sont des éléments du patrimoine martiniquais extraordinaire. C'est un repris de justice. Ah oui. Qui a été tué. Mais aussi le plus ancien prisonnier, il a été pendant un moment le plus ancien prisonnier de France. 47 ans de prison. Et il est revenu en Martinique, il n'a fait que 6 heures, il a eu que 6 heures de libération pour aller voir sa famille, tout ça. Et puis on dit qu'il s'est suicidé en prison. Oui. Je pensais qu'il avait été abattu par les policiers. Non, pas du tout. On l'a retrouvé mort dans sa cellule. Ici, hein? Ici en Martinique. Ici en Martinique, je sais qu'il est bien. Pourquoi vous n'avez... Les esclaves sont arrivés ici avec leur tambour ou pas? On peut penser, mais ça m'étonnerait, techniquement. Par contre, dans leur tête, le subconscient, il y avait le tambour. Parce que si nous parlons de tambour, l'utilisation du bois fouillé, c'est propre à l'Afrique. Il y a des milliers de tambours, il y a des milliers d'ethnies. Mais je ne pense pas, parce que entravé, pratiquement nu, qu'on peut mettre dans le dos un tambour, c'est pas possible. Alors j'ajouterais qu'il y a beaucoup, même des historiens qui disent que les esclaves ont été libérés, le tambour, les esclaves romains en pan. Mais il me semble, dans mes recherches pour l'écriture de mes livres, je me suis dit, si l'homme est esclave, il ne peut pas jouer au tambour pendant le travail, comme on fait aujourd'hui là, comme ça s'est fait pendant un moment. Et là, c'est le carré du bois, pour faire l'emplacement d'une maison, c'est du bois, 2 cordes, et puis il y a quelqu'un qui appuie comme une charrue en tirant. Mais la sautait aussi, donc il y a des gens, il y a le tambour, et puis il y a des gens qui, avec les roues, qui font monter, il y a toute une chorégraphie pour travailler la terre, surtout pour le maraîchage du côté de Verrier, Bellefontaine, tout ça. Mais à Saint-Pierre, est-ce que quelqu'un peut penser, nous avons un esclave qui est esclave, il est là pour travailler, pendant que les autres travaillent, il est au tambour, boudoum, boudoum. Ça m'étonnait, je le dis. Et puis la foi en Dieu, ça m'interpelle. Par contre, Oumain était là, je pense qu'il a fait des rythmes de tambour sur une caisse. Boudoum, 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 boudoum. Monsieur Duchamp est venu, ou envoyé du monde, arrêtez ça. Ok. Mais comme il était téméraire, certainement, lorsque le colonel est parti, il a recommencé à taper du tambour, des rythmes. Taper sur un tambour et faire des rythmes de tambour sur une caisse ou une chaise, 2 trucs différents. Alors je le dis aujourd'hui, techniquement, moi qui suis tambouillé, qui suis dans la vie, acteur culturel, artiste, musicien, je me dis ça, les gens parlent, mais techniquement, ça m'étonnerait. À quel moment il refait un tambour? Pourquoi il refait un tambour? C'est pas évident. On parle de l'esclave romain précisément. Oui, l'esclave romain. L'esclave romain, parce qu'il y a deux époques. Il y a pendant l'esclavage et puis pendant la colonisation. Le Belay, tout ça, c'est surtout pendant la colonisation qu'il y a eu des choses. Lorsque les Congolais sont arrivés, les hommes du Congo sont arrivés, plus ou moins les Bossals, quand ils ont imprégné l'Empire du Congo, c'était énorme. Et nous avons autour du tambour, du Belay, d'Ami, tout ça, beaucoup de choses qui viennent du Congo. Lorsque je passe à Paris, je sors du métro Barbès, il y avait un groupe d'Africains qui parlaient, et lorsqu'ils me voient, ils me disent « What do you do? » Mais ils m'adressent la parole à moi. Je dis, alors je me suis arrêté, je leur dis « Qu'est-ce que c'est ?» Et ils me disent, ils me disent que bonjour, tout ça, ils me saluent. Je dis, mais pourquoi vous me saluez? Et puis ils me disent, je suis le fils de tel ministre. Je dis, non, pas du tout. Je suis martiniquais. Alors, je pense qu'ils me parlent en lingala. En lingala, j'ai dit non. Alors les gars, je pense qu'ils m'ont pas cru. Je ressemblais tellement à ma tête de Congolais.
Il me dit, je ne peux pas être martiniquais, je peux être que congolais. Et puis, j'ai regardé, je monte vers Pigalle, je monte là, et puis j'ai vu qu'ils ont tous m'ont regardé comme ça. C'est pas possible, ils m'ont dit que je ressemble à un fils de ministre. J'ai dit, mais non, je suis de Martinique. C'est pour vous dire ce qui peut se passer. Et vous dire que le lendemain, tous ces gens-là vont aller dire que le fils du ministre est venu à Pigalle, et on sait ce qu'on fait à Pigalle, quoi. Oui, oui, et puis il a fait semblant de connaître. L'Afrique, c'est l'Afrique. Il voulait passer incognito. Oui, oui, oui. Donc, selon vous, Silikali, le tam-tam, le tambour, n'est pas contemporain de l'esclavage. C'est-à-dire, techniquement, il y a eu des choses. Nous pouvons dire, puisque dans les livres d'histoire écrits par les autres, on disait, on leur donnait par exemple, ce qu'on appelle le week-end, pour aller, ils faisaient des lieux, des marchés, ils sont sortis ici, arrivés Sainte-Anne, pour aller jouer du tambour, pour festoyer. Et on peut penser sommairement qu'ils ont pris des éléments, surtout, ils ont récupéré les cateaux. Les cateaux, c'est les barils où on mettait la viande salée, les lentilles, tous ces trucs-là, les produits secs. Et ça ressemble beaucoup à un tambour fouillé. Ils ont attaché ça avec des lianes, ils ont un pot de cabri pour reproduire les sons. Alors, les sons qui sont reproduits, mais il y avait des ethnies. Dans là, il y avait des hommes, il y avait toutes sortes de personnages. Il y a des hommes qui avaient plus influents que d'autres. Donc, il fallait trouver un compromis dans les rythmes. Et certainement, les rythmes du Congo sont restés. Et parce qu'en général, on vous dit que le belay, ce qu'on appelle belay, c'est surtout congolais. Okay. Donc, on peut penser comme ça. Mais on n'était pas là. Mais je pense que si on fait une déduction, on réfléchit, on analyse cette situation. Et au moment de la colonisation, ça a pris une autre forme. Et au moment de la libération, ça a pris une autre forme parce que tout ce qui rappelait l'esclavage, qui rappelait la douleur, il fallait atténuer, il fallait baisser. C'est pourquoi l'expression, et ma grand-mère me disait par exemple, s'il n'est pas de tambour, et chaque nègre noué, ou quoi pas de tambour, donc c'était pas bien de faire, de battre, de sauver un patrimoine culturel à partir du tambour. Alors on était les gens il y avait une dualité entre les gens de la campagne et les gens de la ville. Et donc, et comme il y avait les mulattes, les colons, il y a Béké, et donc tous ces gens, il y avait une division. Il y avait une division dans le pays à partir de ce moment-là. Et celui qui faisait son amusement à partir du tambour, et les parents disaient, il ne faut pas aller là, dans le dernier, c'est dangereux. Il était frappé, on se prenait, il y a quelqu'un qui rapportait, moi, il choue à tel côté, qui a regardé dans le mieux, et bien là, il a envolé contre les cravaches, ou l'île marin, il est arrivé en Kaila, parce qu'il partait ni droit. Et ouais, ces bagailles-là, c'était bagailles vieux nègres. Actuellement, bagailles-là, c'est bagailles belles nègres. Oh, c'est vous qui dites ça. Hein. Ah, on peut ne pas être d'accord avec vous. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Ceci étant dit, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cet art martial, le dambier. Ok. En réalité, le maître était très content quand nous jouions du tambour. Parce que l'ennemi du maître, c'est le nègre marron qui a forcément besoin de silence. Alors que quand nous jouons au tambour, le maître sait exactement où est-ce que nous sommes. Nous sommes en train de jouer au tambour là. Il sait que nous sommes là. Donc ça ne le dérange pas qu'on joue au tambour. Et lorsqu'on joue au damier, lorsqu'on se bat entre nous, eh bien on ne se bat pas contre lui. Donc il acceptait aussi le damier. Donc vos parents avaient raison de refuser cette culture qui était la culture de l'esclavage approuvée par le maître. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais effectivement, on était intéressé par autre chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait le Code Noir, qui a joué beaucoup. Donc, il y a un moment, il y a des gens qui se sont levés, il fallait donner un moment de répit quand même. Mais la lourdeur, les difficultés de vie, ces gens-là, donc ils mouraient jeunes. Donc il fallait qu'il y ait un exutoire dans le tambour. C'était le matériel. C'est ça, il ne faut pas oublier ça. Et puis c'était une transmission aussi. Oui. Transmission. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la libération, le tambour permettait de transmettre un certain nombre de messages.
Donc, est-ce que justement on peut parler avec le tambour comme ça se fait en Afrique? Est-ce qu'on le faisait en Martinique? C'est pas sûr. Enfin, alors, certainement, ceux qui connaissaient ont su le faire à un certain moment, mais on peut dire que ça s'est perdu. Mais pour jouer au tambour, il faut pouvoir développer une mémoire rythmique. Lorsqu'on vous dit, par exemple, sur le damier, il y a des mouvements de tambour, et que celui qui lutte, il sait, après quelques coups de tambour pour donner, parce que ce coup de tambour, c'est un coup de poing, un coup de pied. Et lorsque c'est des cas lorsqu'on tient l'adversaire, ou quoi, ploter, et puis le tambour décrit quelque chose. Et si, entre-temps, si vous voyez, si le tambourier voit que telle personne prend l'avantage, tel lutteur, parce qu'il joue en faveur de l'un ou l'autre. Ah bon? Ah oui, il peut jouer en faveur de l'un ou l'autre. Et si quelqu'un vient pour un combat arrêté, par exemple, il voit c'est tel tambourier qui se dit, il a dit non, on va l'initier. Parce qu'il sait que... Mais oui, mais parfois c'est même sans parler. Mais il y a l'appel au tambour, puisque dans la ronde, le tambourier, le danseur va à un moment saluer le tambour. Oui. Donc c'est l'appel au tambour. Ce qu'on appelle monter au tambour. Parce que parfois il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Celui qui monte au tambour, il a plusieurs manières de se présenter au tambour. Il peut jouer avec les étoiles, parce qu'il y a le côté spirituel dans le damier, c'est une exemple. Donc il se fait face aux étoiles. Le grand cateau, par exemple, le grand cateau, il a aussi sa prière. Pendant qu'il fait ça, il monte au tambour, il prie, il récite. Le cas d'y réciter, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Et ça peut surprendre. Mais si c'est le damier, c'est très riche. Et la différence avec le belay. Alors quelle différence il y a entre le ladja, le damier et le tambour? Le belay. Le belay. C'est-à-dire qu'en général, dans les campagnes de la Martinique, avant la soirée, proprement dite de belay, il y avait le damier. En attendant que les dames belay sortent des campagnes pour venir où se trouve la ronde belay. Aujourd'hui, là, il y a de moins en moins de gens qui font du damier. Et il ne faut pas mélanger damier et belay. Pas tenir belle la fête entre deux éléments, deux bagailles. C'est le cheval bois Boston par exemple, et puis damier. Mais ça s'est perdu parce que le damier, il ne fallait pas faire ça. C'était dangereux, il était caché au monde, machin. Parfois les gendarmes ne se mêlaient pas. Les accidents, ça arrivait. Par exemple, nous avons, par exemple, au marché du Lamentin, les coutelas Bonda mon compas étaient cachés dans les rasiers. Les coutelas quoi? Bonda mon compas. C'est quoi ça? C'est un grand coutelas là comme ça, assez large. Mais bon, je suis du gros monde. Non, mais... Ceux qui savent, les commandants savent, ils sont au courant. Mais il y avait quand même des maîtres. Hein. Il y a eu Lassaro, Victor Jacot. Il y a eu Thiémil qui a remis au goût du jour cet art martial. C'était le samedi Gloria. Donc, il y a quand même des maîtres damiers qui ont su faire, qui ont su transmettre. Et justement, Mano a interviewé, il est parti en campagne, en tout cas mobile, et il a interviewé beaucoup de damiers, beaucoup d'hommes qui sont tous morts, sont tous partis aujourd'hui. Nous faisons avec l'existant. Mais le damier de 1912, avant la guerre de 14-18, n'a pas été le damier de 1920, avant la guerre 39-45. Le damier de 1946-47 n'est pas le damier d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a M. Marie-Claire qui était tambouillé, il est revenu, il était sous le front, il est revenu avec un pied blessé, il a reçu des éclats d'obus, il était du gourmand. Il y a eu beaucoup de Martiniquais, d'hommes qui sont passés en dissidence. Donc, le damier, la culture profonde de la Martinique s'est affaiblie pendant les deux guerres. Les hommes, il y a beaucoup d'hommes vaillants qui sont partis défendre la patrie. Il ne faut pas oublier ça. Et puis vous savez comment ça s'est terminé. Il n'y a même pas eu de reconnaissance comme les tirailleurs sénégalais, qui étaient difficiles, qui ont subi beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de l'État français. Bon, on passe dessus. Mais c'est pour vous dire que la Martinique a souffert de ces deux guerres. Et enfin, quand nous avons fait existant, et on parle de Lassaro, parce que Lassaro, c'est son père
qui faisait Félix Cazeris. C'était son père, Coquille. Tous ces gens-là ont eu une descendance de combattants, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, la jeunesse qui existe essaie de tenir ce patrimoine, c'est pas évident. Le Bel-Air, il y a de plus en plus les gens dansent du Bel-Air. Mais là aussi, le Bel-Air de 1920 ou le Bel-Air de 1960 n'est pas le Bel-Air d'aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes, par exemple, les femmes étaient pudiques, elles mettaient des jupes jusqu'à la cheville, avec des parfois panty après. Mais la femme elle bougeait pas comme ça. Hein. Actuellement, c'est ouvert, j'aime pas, la vraie pas là, mais c'était pas ça à l'époque. C'était un truc de délicatesse, puisque lorsque vous voyez la haute taille de Martinique, il y a des pâtes de haute taille. Vous voyez comment les femmes, les personnes sont précieuses dans la haute taille, mais il y a des mouvements de haute taille qu'on a récupérés qui sont dans le Bel-Air. Tout ce mélange crée le patrimoine culturel du pays. Il y a beaucoup, au détail près, il y a beaucoup de choses. Le cas de Botzé. Botzé, c'est monté, c'est à la Botzé, ou quoi, truc comme ça, mais délicatement. Tout était délicat, mais maintenant, là, on va pas dire grosso modo, la bulle qui dit, ah oui, j'ai pas peur de dire ça. Je vois, il n'y a pas la douceur, l'élégance. Voici le mot, l'élégance de la danse. C'est tout ça. Daniel, je vois plutôt danser la quadrille et la haute taille que le Bel-Air, est-ce que je me trompe? Je peux danser les deux. Oui, c'est la quadrille aussi. Oui, c'est le quadrille. C'est le quadrille, vous pouvez danser ça aussi. Mais c'est magnifique. Je reviens par exemple en Bourgogne, où il y avait un festival Outre-mer organisé par l'Association des Amis des Antilles. Et j'ai vu un groupe de colons composé de Martiniquais et de Guadeloupéens danser le quadrille et la haute taille. Et c'était magnifique dans les rues de Mont-Soleil. Est-ce que c'est mieux que le Bel-Air? C'est mieux quand même, il n'y a pas de tambour, tout ça. Ah si. Il y a du tambour. Si. Il y a ni tambour ni basse en plus. D'accord. Tambour ni basse. Alors qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a pas mieux. Nous avons un patrimoine et je pense qu'il faut garder ce patrimoine, qu'il faut transmettre ce patrimoine et qu'il faut développer ce patrimoine. Ça veut dire quoi développer? Parce que lui, il est en train de dire que ça a évolué, que ce n'est plus comme avant. Ce qui caractérise le patrimoine, c'est quand même une certaine... Mais on garde l'essence, la constance, la quintessence de ce qui a été transmis par nos aînés. Et puis on change. Je ne dis pas qu'on change. Toute culture, ça vit d'échange. Donc sinon, ça s'étiole. Donc il y a toujours un apport du moment, mais qui intéresse la jeunesse. Regardez aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de Sully, le nombre de jeunes qui dansent le Bel-Air. Il y a 20 ans de cela, danser Bel-Air, mais c'était un sacrilège. Personne ne battait qu'à aller aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes réclament ça. Mais je vais ajouter pour la Bourgogne. Alors, la Martinique et la Bourgogne, ils ont un truc qui se passe, tu ne sais pas ça peut-être. La plupart des distilleries de Martinique utilisent des fûts faits en Bourgogne. Ah bon? Oui, alors, ce qui se passe, c'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des fûts, ça a changé un peu, parce que le fût français, les meilleurs tonneliers du monde sont français. C'est plus arrondi. Mais aujourd'hui, dans ce qui se passe au niveau des États-Unis, depuis des années, ça se fait. À un moment, les fûts, ils ont constaté que la législation américaine interdit de réutiliser les fûts que du bourbon et du whisky. C'est un gaspillage, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec, soit ils brûlaient, tout ça. Et les distilleries, avant la récolte, prenaient des bateaux de fût. À un moment, le fût coûtait $16. Et un fût en France coûtait, disons, à peu près 600. Un fût de 220 litres coûte 600 et 700 € aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, les Chinois sont entrés et puis ils achètent tous les chaînes. Même des chaînes qui se gâtent, qui pourrissent dans les conteneurs. Puisque lorsque tu mets un arbre, des grumes dans un conteneur, l'humidité, la chaleur, ça développe des champignons. Donc tu perds ton bois. Ça arrive en France. Et en fin de compte, donc ce sont
aux États-Unis, ce sont des fûts deuxième emploi qui sont pratiquement neufs. Alors on fait venir cette catégorie de fûts ici, à la Martinique, pour mettre le rhum, pour faire vieillir le rhum. Et les fûts, mais pour faire le rhum vieux, on fait venir toujours, ça doit coûter plus cher encore, hein, parce que le chêne a pris beaucoup de valeur. Donc certains fûts viennent de France métropolitaine, de Bourgogne, tout ça, pour mettre certains rhums, pour faire des mélanges de rhum, pour faire vieillir le rhum vieux, par exemple. Parce que c'est le tanin du rhum. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme si on mettait l'arbre dans un appareil, ça sortait en fût. Ils utilisent le chêne blanc. Le chêne blanc, c'est-à-dire que tout est fait à la machine. Et on a très peu la main de l'homme qui intervient pour faire les fûts aux États-Unis. C'est le contraire en France. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup, hein, parce qu'il faut l'étanchéité, il y a des machines, tout ça c'est mécanisé, mais il y a plein de trucs à faire. D'un jour, dans une émission, on peut montrer et puis dire qu'est-ce que la différence entre le chêne blanc et le chêne américain et le chêne français. Mais aujourd'hui, en matière de bois, donc il y a un problème avec les Chinois qui achètent tout. Et ce chêne, puisque ça m'est arrivé de prendre mon avion au départ de la Martinique et puis me rendre à Cognac. De prendre votre avion, vous avez un avion? Oui, mon avion, ici là. C'est l'avion de... C'est la chaîne. C'est l'avion, c'est notre avion. Hein. Mais de la façon dont il dit ça, de prendre mon avion. Et puis arrivé à Cognac. Je paye mon billet, donc. Oui, c'est ça, c'est mon avion. Alors j'ai acheté du chêne, des rebuts de chêne pour faire les tambours. J'ai fait beaucoup ça. Et aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que tous ces rebuts de chêne sont achetés pour faire le parquet. Le parquet, je glissais dessus, vous vous rappelez, à machin Épinay-sur-Seine. Eh bien, aujourd'hui, c'est acheté. Et tout ce chêne est travaillé en Chine et revient en France pour être vendu. Mais vous faites des tambours, pourquoi faire? Alors, pour défendre les patrimoines, parce que... Non, mais est-ce qu'il y a un marché du tambour en Martinique? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des tambours? C'est-à-dire que... C'est une très bonne question. Hein. C'est comme si tous les gens qui voulaient un tambour ont leur tambour. C'est ça. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, là, mes belles questions qu'on posez moi là, je dis ça pour les gens du commerce, pour les gens qui l'économie, c'est ramasser l'argent. Si on pouvait vendre 10 tambours par mois, je pense que peut-être je suis le seul à être déclaré comme vendeur de tambours. Je peux avoir des problèmes avec l'URSSAF. J'ai vu tout à l'heure, j'étais pas là, l'enveloppe est épais comme ça. Attends, vous savez quelque chose? Les tambours que je fais là, j'ai reçu 38 000 € de l'URSSAF à payer. Je le dis, c'est prendre mes affaires et fuir. Je suis descendu de 38 000 €, je suis descendu à 1 200 €. Mais il faut payer quand même. Il faut payer. Alors, là, lorsque je réponds, je vends un tambour 300 €, 400 €. Mais dans ce travail, le temps de travail, il faut tuer la bête, il faut tuer le mouton, il faut préparer tous les éléments pour faire un tambour. Un tambour devrait coûter 800, plus de 1 000 € pour s'en sortir. C'est-à-dire que si vous faites que du tambour belay, ce n'est pas possible. Si vous faites de la percussion, c'est-à-dire que faire les bongos, faire les tumbas, tout ce que vous voulez, toute percussion pour les écoles, là, sortez. Mais comme il y a des résistants à la Martinique, quelques personnes, 5 ou 6 personnes qui sont facteurs d'instruments, qui font des tambours, et ce sont des gens qui sont en résistance à ce pays-là pour sauver un patrimoine. Parce que s'il n'y a pas de tambour, pas ni belay, pas ni damier. C'est ça la situation du pays. C'est pourquoi je le répète, ce n'est pas toute bagaille au vote en France qui est bon pour nous. Nous sommes insulaires, c'est difficile. On ne trouve pas, et depuis 2009, on dirait qu'il n'y a plus de stock. Il y a des matières qu'on ne trouve pas pour faire les tambours. Par exemple, les aubans, des trucs comme ça. Donc il faut tout faire. Il faut faire intervenir des soudeurs. Pour faire un tambour, il faut être menuisier, mon matin je suis forestier, il faut être boucher, il faut être vernisseur, il faut être ébéniste, il y a plein de métiers dans ça qui sont sous-payés. Parce qu'il fallait vendre un tambour au prix normal, le nombre d'heures de travail, c'est pas possible. Mais je sais ça. Je suis passionné, je le fais, mais avec des douleurs. Mais personne n'ose parler. Je dis que, normalement,
Belay, Damier, tout ce truc-là. Donc ce pays-là, tout ça est mort. Normalement. Nous, tous les gens qui font ça, ce sont des résistants du patrimoine pour donner à ce pays martinique, ce petit pays, mais grand par l'histoire, une force, quelque chose, un existant. Sinon, moi je le dis, avec mes 70 ans, c'est foutu. Parce que, je ne vais pas les faire de polémique. Les gens qui parlent bla 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 bla, il faut être dedans pour comprendre ce qui se passe. Il faut être dedans. Hein. C'est pas la paniger là. Hein. La paniger. Et chaque serpent, il y en a qui font 3 mètres de long. Il faut pousser les serpents pour aller prendre du bois en forêt. C'est pas. Lorsqu'il vous mord, vous avez 6 heures pour vous sauver. C'est l'hélicoptère qui vous prend. Si votre portable arrive à passer dans les bois, il y a beaucoup de choses. Hein. Les gens voient ça comme ça là. Les gens ne voient pas la misère, la souffrance qui est dans les gens qui sont dans les bois, les fabrications de tambours. Mais je suis un résistant. Pas aussi moi en fait, mais les gens, avec le temps, ils sont obligés de baisser les bras. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, il y a très peu de gens. Ils ont dit qu'on est à terre. C'est pas, ils ne veulent pas faire, c'est difficile. Vous allez à la chambre de métier, je les connais tous, ce métier. Il y a beaucoup de personnes qui remettent leur carte de travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le bâtiment tout. Parce que c'est pas possible c'est que vous donnez 1000 euros à quelqu'un pour travailler avec vous, mais il faut donner 1000 euros à l'État, c'est comme ça. Il faut payer les charges. Et très souvent, les charges sont trop importantes par rapport à l'activité. Dès que vous créez une entreprise, vous êtes un numéro. Devenez un numéro. Payez. Vous n'avez rien vendu, il faut payer. Je n'ai pas peur de le dire. Tout le monde peut mais je le dis, c'est difficile. Pas moi seulement, c'est tout le monde à la même enseigne. Je perçois personnellement Mano Lutobi comme un moment de notre histoire. C'est-à-dire qu'après 1848, nos parents ont voulu que nous allions à l'école publique parce qu'ils savaient que c'était la seule porte de sortie que nous avions. Donc il fallait ne pas parler créole parce qu'on avait ces fameuses notes éliminatoires au baccalauréat. Vous faisiez un créolisme et vous loupiez votre bac bêtement. Quoi. Donc nos parents nous empêchaient de parler créole. Nos parents essayaient de nous faire rentrer dans le monde du maître qui nous avait été interdit jusque-là. Et Mano arrive et avec lui, il va redonner ces lettres de noblesse au créole, à notre culture, etc. Et je pense que à ce niveau-là, c'est un personnage historique. Ah non, qui fait véritablement partie. C'est véritablement. C'est pas seulement un animateur. Il a eu beaucoup de problèmes. Hein. C'est véritablement un personnage historique. Mais au début, ça a gêné un certain nombre de gens. Mais petit à petit, le travail qu'il a fait, il est arrivé à attirer, je dirais, l'ensemble des acteurs de la Martinique, que ce soit politique, économique, culturel ou les maires. Et tout le monde a commencé à comprendre que ça fait partie de notre tréfonds culturel et qu'il était nécessaire donc de parler créole et qu'il n'y avait pas d'antinomie entre le créole et le français, c'est de là. C'est tout. Absolument. C'était une révolution qu'il a apportée à la Martinique à l'époque. Et puis ce qui s'est passé pour Mano, peut-être ils n'avaient pas les capacités intellectuelles. Ils sont entourés de plein de gens qui l'ont aidé. De ce M. Fortuné, par exemple, Fortuné, qui a beaucoup aidé, qui aime beaucoup Mano. Il a aidé Mano vraiment à exploser vraiment. Il y a beaucoup, il y a Maxime, Christian Maxime, qui participe à tout ça avec M. Fortuné. Il y a beaucoup de personnes. Félix Amar. Félix Amar, mais docteur, comment il s'appelle Vaton, Georges Vaton. Tous ces gens-là ont aidé Mano à porter ils ont compris sa démarche, à élever le patrimoine culturel historique de la Martinique à un niveau, et notamment l'hôpital, comment il s'appelle, David Zobda. Pierre Zobda Kitman. Alors, c'est ça que je dis, ce qu'il y a Mano a laisse aujourd'hui. Il a tous ces interviews-là, chez lui. En tant qu'homme de télévision, de radio, il ne faut pas oublier que c'est bonne sulfate. Vous dites 100% politique, c'était la politique avec le grand P, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que nous sommes,
de la culture que nous avons et de ce que nous pouvons faire. Donc, Mano a démocratisé le créole et a permis à tout un chacun de se retrouver et de retrouver ses racines. C'était extrêmement important. D'ailleurs, pour ça qu'il a eu tant de succès. Il a travaillé beaucoup avec Paul Giveco, qui est toujours là, les musiciens de la Martinique. Il a fait la musique traditionnelle en général. Notamment, nous devrions entendre Eddie Gustave, qui vit en Guadeloupe. Mano a été un très bon ami. Je ne veux pas, s'il faut tout épiloguer, je vais passer des heures et des heures. Et quand quelqu'un décède, quand quelqu'un nous quitte, une personne très importante, nous avons toujours des choses à dire de lui qui était bien, qui était bien. Mais Mano, c'était exceptionnel. La Martinique a perdu pour moi aujourd'hui une page de son patrimoine culturel. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis hier, je me bats pour pouvoir me faire interviewer par des radios en Martinique et même voir à Paris, à savoir que j'ai jamais pu décrocher un interlocuteur. Alors maintenant, je vais être très bref et on va aller très vite. Mano pour la Martinique, pour moi, c'est un modèle du genre. La Martinique, pour moi, mérite de lui donner un stèle aussi grand que toute la Martinique. Il était très spécial, Mano, et ça me fait beaucoup de peine. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. J'ai rencontré Mano depuis vers les années 93, et même peut-être avant. Parce que comme moi, j'étais producteur de disques, et lui passait mes produits à la radio, on a eu un contact par rapport à cela. Alors, quand il montait à Paris, je lui servais de coach, comme on pourrait dire, j'étais son bras droit, on partageait ensemble. Et quand il a commencé à faire ses émissions, j'étais toujours invité en Martinique avec lui, avec des musiciens que je prenais depuis Paris pour venir à Martinique faire des émissions avec Mano. Alors, les choses que nous avons pu faire ensemble, c'est tellement grandiose, c'est tellement long, je ne pourrais pas tous les citer. Alors, tout ce que je peux dire, chaque fois qu'il avait une émission dans sa tête qu'il voulait faire, il me faisait une petite confidence avant. Il me disait, il dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, on s'est reliés comme ça, comme des interlocuteurs qui veulent travailler ensemble. Alors, j'ai eu l'occasion de faire avec lui ce qu'on appelle le Mano Noël. Nous avions des musiciens de Martinique et des musiciens aussi de Martinique, de Guadeloupe qui étaient en France, que j'emmenais à Martinique faire des émissions avec lui. Alors, je ne pourrais pas tous les citer, mais quand même, je les félicite encore, tels qu'Alain Geneviève et puis tout le reste, qu'on faisait des Mano Noël grandioses. On avait. À un certain moment, nous avons fait tellement de bruit, on a fait trembler la Martinique, parce qu'on a fait une grosse émission à la Galeria, et le préfet a dit, il ne faut plus faire ça parce que les gens ne pouvaient plus sortir du Lamentin pour aller vers Sainte-Luce. Alors, on a commencé à faire ça dans toutes les communes. Enfin, il y a beaucoup à dire. Voilà, je ne veux pas tout dire comme ça. Mais Mano, même pour parler de ce monsieur, ce grand Mano, la Martinique devait lui faire un stèle plus grand, je me répète, plus grand que la Martinique. Parce qu'il savait comment faire parler les gens, il savait comment aborder ses émissions, il n'avait pas peur de voir monsieur X, monsieur Z. Je m'appelle un jour, il me dit, et dit, on va aller demander quand même un sponsor à la Galeria, au directeur. J'ai dit, mais Mano, il ne faut pas faire ça parce que le directeur, il est pris. Il m'a dit, mais non, on va y aller. Un jour, il m'a dit, nous allons aller demander aussi de me faire des sponsors par chez Oyoren. J'ai dit, mais téléphone, monsieur Oyoren, avant, ça ne se fait pas. Il m'a dit, non, nous allons. Et puis, il entrait, et puis, à partir du moment qu'il commençait à dégager son projet, tout lui était accordé. Mais il faut dire aussi, c'est l'un des animateurs les plus futés que j'ai rencontrés. J'ai été sur toutes les radios du monde, je pourrais dire, me faire interviewer, parler. Et Mano, quand il avait une idée dans la tête, ça n'était pas dans ses pieds. Et il arrivait toujours alors, à faire passer ses émissions. Bonjour, monsieur le maire, j'étais là. Et bonjour, docteur Caraïbe, j'étais là. Bonjour, avocat Caraïbe, j'étais toujours là avec lui. Et ça se passait toujours bien. Et les questions que les amateurs, c'est-à-dire les intervieweurs, n'osent pas dire ou n'osent pas faire, lui, il faisait avec une telle aisance
qu'on croyait que c'était quelque chose qui était bien écrit dans sa tête. Il pouvait interviewer quelqu'un, en même temps faire une publicité pour une maison, faire tout ça. Pour moi, c'est un génie qu'on a perdu. Aujourd'hui, pour conclure, je dirais la Martinique a perdu un grand homme et nous devrions conserver ça dans nos têtes parce que les jeunes qui viennent ont besoin des personnages comme ça pour pouvoir continuer à évoluer. Et il avait encore une particularité. Il faisait toutes les émissions dans sa langue natale. Il parlait des petits mots français comme ça pour faire comprendre à monsieur tout le monde, mais il faisait ses émissions en créole. Il aimait la Martinique, il aimait son pays, il aimait la culture de son pays. Eh bien, c'est rare de trouver des personnages comme ça. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire de Mano, parce que s'il faut parler, je parlerai jusqu'à demain. Il y aura des choses à dire, des choses à faire. Et avant de partir, la dernière chose, il m'a fait venir en Martinique. Nous avons joué chez Martaille, nous avons fait festival de saxophone, nous avons fait tout. J'étais toujours avec lui. Et aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'émotion, parce que ça me fait de la peine de le voir partir, que je ne pourrais peut-être pas voir son visage. Ça me fait mal. Et j'envoie un bonjour à tous les gens qui l'ont contrarié, qui étaient avec moi, Alain de Beauville, son fils Michel, et bien d'autres encore. J'ai parlé déjà d'Alain Geneviève, de tous les gens qui jouaient avec nous, dans toutes les communes de la Martinique. Et c'est tout ce que je pourrais dire pour aller très vite. Voilà. Alors, adieu Mano, et à bientôt. Cette période qui était faste pour la Martinique, puisque tout ça s'est perdu, avec Mano il est mort à 70, il meurt à 79 ans, mais il y a un moment qu'il est à la retraite. Et j'ai l'impression qu'on l'avait plus ou moins oublié. Il s'était... Oui, parce que ça c'est important. Parce que je disais à Mano de venir de faire une chose sur Martinique, il ne voulait pas. Il voulait rester dans son coin. Il ne voulait pas, même sur KMT, il ne s'est jamais venu. Il est mort, il n'est pas venu. Pourquoi? C'est son caractère, sa manière de voir. Il n'a jamais eu de rester dans son coin comme ça. Mais je pense qu'il faut trouver un moyen de récupérer un petit peu ce qu'il a laissé, les bandes qu'il a laissées. C'est aux autorités à le faire. Oui, il faut que les autorités le fassent. Et puis préservent ça, qu'ils discutent avec la famille, qu'ils achètent ça s'il le faut. Mais ça fait véritablement partie de notre patrimoine. C'est extrêmement important. Est-ce que le tambour a encore un avenir quand même en Martinique aujourd'hui? Oui, je pense que le tambour belé dans le milieu de la Martinique n'a pas encore fait sa révolution. Et parce que le tambour belé, le tambour traditionnel de la Martinique, c'est un instrument magique dans la manière de jouer le tambour. Regardez bien, lorsqu'on joue du piano classique, il y a une main qui fait qui accompagne et une main qui fait le solo. Le tambour rapporté, c'est deux manières de jouer. Sur un tambour, c'est pareil, mais on ajoute le talon pour modifier la sonorité, pour augmenter l'aigu du tambour. Donc, lorsque tu es chante, il a chanté et c'est là, c'est là, l'ouen, ma capati, pas pleurer, ben moi, monsieur a pitché tambour, monsieur a pitché tambour. C'est-à-dire que là, c'est un damier. C'est-à-dire que faire monter le talon pour accentuer. On appuie le talon sur le tambour, on accentue l'aigu. Et alors, sortir de l'aigu, pic, 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 et boudoum, entrer dans le grave. Alors, c'est ça qui met en transe les lutteurs. Ils donnent, pendant qu'ils chantent, ils donnaient des ordres. Et j'ajoute que dans la haute taille, il y a un commandement. Dans le belay, il y avait des commandements. Ça a plus ou moins d'histoire, on essaie de reprendre tout ça. Alors, le tambour, à la différence du tambour Goka de Guadeloupe, qui est à l'UNESCO, tout ça, tout reste à faire pour le tambour, pour affirmer, confirmer notre patrimoine culturel. Et lorsque Daniel dit, mais oui, la jeunesse, mais oui, parce que lorsqu'on regarde, il n'y a plus grand-chose. C'est le belay, damier, je dis ça fait atténuer un peu, mais le belay, mais il faut savoir, en Norvège, on a ce belay, en Allemagne, on a ce belay, à Bordeaux, on a ce belay, à Paris, le belay est arrivé, c'était le Goka, le belay est arrivé en force. Et il y a Justin qui donne des cours de damier, il y a plein de gens qui disent, sauvons ce patrimoine. Et dans ça, le belay fait sa révolution. Quelle différence fondamentale il y a entre le belay et le Goka? Et le Goka, c'est une famille de tambours. Il y a deux boulas, qui a le son grave, avec le maquet, tambour marqueur, qui rythme
la danse, qui donne les différentes phases de jeu du danseur. Mais le tambour belé, il y a le tibois, c'est-à-dire qu'il y a 3 éléments. Il y a le tibois, il y a celui qui est assis, qui donne la musique, qui frappe sur la peau tendue, et puis l'instrumentation, hein, et puis le chanteur lead avec la voix derrière. Alors, nous avons 1, 2, 3, environ 4 éléments qui font une musique. Qui font, si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas de tibois dans le tambour belé, il y a un problème. Mais le tambour goka, nous avons 3 tambours. À la Martinique, le tambour goka a été introduit par les militaires guadeloupéens, à différence du belé. Le tambour belé, c'est un tambour qui est fait en chaîne. La densité du bois de chêne, c'est essentiel et lourd. On ne peut pas mener un tambour dans le carnaval, mettre comme ça. Le tambour, c'est un truc pour nous sacrer, il ne sera pas dans le carnaval. Mais vous prenez un tambour goka, vous l'emmenez sur l'épaule. J'étais sergent militaire et sergent en Guyane. Je suis issu du SMA. Et bien, j'ai vu arriver en tant que sergent tous les Guadeloupéens avec le tambour. Il y a beaucoup à dire aussi. Et donc tous les soirs, on faisait du goka. Alors, le goka, en toute l'Europe, ça s'est imprégné un peu partout qu'il y avait des Guadeloupéens. Les Martiniquais qui étaient comme moi-même en France, je danse beaucoup de goka, j'ai dansé beaucoup de goka, je connais tous les gars, depuis Cosac, tous les gars, Archeron, tous ces gars-là qui sont revenus au pays, mais on faisait du goka à Paris, dans le métro, partout. Mais le belé, non, c'est pas... Le tambour et le belé est resté dans les mondes de la Martinique, ça se démocratise et ça vient vers la ville, c'est avec les années, mais c'est ça la différence du belé. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a beaucoup de gens qui font du belé qui est contre de mettre le tambour belé à l'UNESCO. Par exemple, je sais, mais la tumba francesa, puis j'ai enregistré aussi à Cuba, la tumba francesa de Cuba, qui ressemble à l'équivalent du belé de la Martinique, puisqu'il y a le front, et il y a, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est franchi, ça s'appelle en espagnol, il y a un élément de la tumba francesa, on couche le tambour, on s'assoit dessus, et on utilise le talon comme dans le belé. Alors, et ces gens-là sont à l'UNESCO depuis 1983. Le tambour belé est resté là. Et donc il y a un paradoxe, une contradiction. Qu'on soit pas à l'UNESCO. Je ne sais pas. Comme si nous prions pays. Aimé Césaire ne parlait pas créole. Qui a dit ça? Si. Comment si? Il ne parlait pas... En public. En public, mais Aimé Césaire parlait créole. Ça veut dire quoi parler créole? Je n'ai pas dit qu'il ne comprenait pas, qu'il ne se connaissait pas la langue, mais il s'exprimait rarement en créole. Il était capable, et puis ces gens en laissé chantier, il était capable de créole. Oui, oui, tout à fait. Je suis désolé. Très peu quand même. À l'occasion, quand il faisait ses campagnes électorales, mais d'une façon générale, en public, il ne parlait pas créole. Peut-être c'est sa manière de voir, mais le petit peuple... C'est pas une attaque, c'est une constatation. Non, je n'ai pas dit que c'est une attaque. Je dis simplement que moi, je l'ai vu parler avec des ouvriers en créole. Je l'ai vu visiter aussi des ouvriers sans parler créole. Enfin bon, il parlait peu créole, que vous le vouliez ou non. Est-ce que le fait d'avoir mis un endroit spécifique pour Thiémile, donc à Dillon, c'était une façon de le sanctuariser ou une façon de l'éloigner, selon vous? Et c'est-à-dire que pour l'arrivée de Thiémile, ça a causé des problèmes au départ de Sainte-Marie, dans sa famille, dans tous les gens. Ils ont dit, nous pète Thiémile. L'expression nous pète Thiémile. Il était il travaillait, c'était un travailleur acharné à Sainte-Marie. Et arrivé à Dillon, nous devons rendre hommage à de Grandmaison. Monsieur de Grandmaison qui vient de partir. C'est tous ces gens qui ont fait, avec Darcière, qui ont apporté Thiémile, qui ont fait venir Thiémile à Dillon. Mais il ne faut pas oublier, lorsqu'on dit Dillon, il faut dire la MEP. Je ne sais pas tout qu'on a l'histoire de la MEP. Tout à fait. C'est ça, hein. Bon. C'était Dillon c'était là que ça se passait, mais c'était pour la MEP. Mais il faut regarder aussi il faut regarder comment était construit Dillon, la salle de Dillon.
comme un pit. Oui, c'est un pit. Voilà. On dit le pit de Dillon. Voilà, donc c'est l'essence même de la tradition martiniquaise. Donc c'était pas de l'éloigner, mais c'était de le sanctuariser, de lui donner cette dimension par rapport aux autres quartiers, par rapport aussi à la ville, de donner cette dimension culturelle à Thiémil. Pourquoi vous avez parlé de la MEP? Quel rapport la MEP? Vous avez parlé de la MEP? Oui. Alors, nous avons Philibert, c'est Philibert qui est mort, qui est décédé déjà. Richard Philibert, qui à un certain moment, qui était le second de Thiémil. Mais Richard Philibert est issu de la MEP. Les élèves de la MEP venaient prendre des cours. D'accord. Et Philibert était parmi ses élèves, il est resté avec Thiémil. D'accord. Comme Poitvin aussi. Oui, Poitvin aussi. Poitvin était enseignant, donc Poitvin a travaillé avec le groupe de Thiémil. Et ça a été intéressant parce que ce groupe a sillonné les quartiers de Fort-de-France, dont Léon-Mitage, où vous êtes actuellement, donc a sillonné l'ensemble des quartiers. Et on peut ajouter que à cette époque, Aristide Mauger était le maire de Gaumont, mais c'était le beau-frère d'Aimé Césaire. C'était le mari de Mireille, sœur d'Aimé Césaire. C'est pourquoi Aristide Mauger est enterré dans la tombe, la tombe des riches. La levée, là, c'est là qu'il est enterré, il n'est pas enterré au Gaumont. Et j'ai l'impression que cette décision de créer, de faire venir Thiémil à Dillon, peut-être c'est la fête du Gaumont, ça s'est passé. Puisque à cause de Aristide Mauger, Césaire fréquentait beaucoup le Gaumont, la campagne du Gaumont, et je pense que les gens, ils portaient le tambour sous l'épaule, traverser la montagne, tout ça, pour aller à Saint-Pierre, ou revenir au Gaumont, la fête du Gaumont, la fête patronale qu'il y a maintenant, les fêtes patronales qu'il y a maintenant, c'est pas ça à l'époque. Les gens se déplaçaient beaucoup à pied, pas de auto pour trouver des monuments par-ci par-là. Donc il y a eu peut-être une discussion avec le maire du Gaumont, on suppose, et pour faire venir cette tradition belle, tout ça, sur Fort-de-France. Il faut rappeler que la MEP était une école spéciale. À sa création, il s'agissait d'enseigner en créole. À l'époque, c'était une révolution. Avec Guy Cabron-Masson. Avec Guy Cabron-Masson, notamment. Il y en avait d'autres, dont Znac, tout ça. Et essayer de faire une école où on parle créole. Et ça n'a pas trop marché parce que le gouvernement français a dit, si vous voulez qu'on vous subventionne, arrêtez cette expérience-là. Et la MEP est devenue une école privée comme les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Je voulais ajouter que dans les années 60, il y a des étudiants qui sont arrivés à la campagne de Sainte-Marie. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là qu'il y a un disque blanc qui est sorti, que nous avons eu la connaissance. À l'époque déjà, Tiraoul était déjà en France. Parce que dans la vague d'immigration, vous cherchez avec la fermeture des usines, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le folklore, beaucoup de gens sont restés. Et parce que lui, je dis folklore, parce que le terme tradition n'existait pas encore. Lorsque Thiémil parlait, il disait, je fais folklore. On ne disait pas, mais je vais dans la tradition, je fais tradition. Ça n'existait pas. Je fais folklore. En Cap-Bertrand, il a dit, je fais folklore, puis en Cap-Bertrand, qui venait avec sa déesse noire, chercher Thiémil. Il y a beaucoup à dire sur cette période-là. Et il y a un disque qui est sorti, un disque blanc, que les étudiants ont fait en France, et ont réalisé en France. Et on peut dire que c'est à ce moment-là que cette culture de Bel-Air est sortie de la Martinique pour arriver de l'Hexagone. De l'autre côté, en Hexagone. Alors il y a deux personnages aussi qu'on ne devrait pas oublier. C'est Loulou Bois-la-Ville qui est parti avec, que ce soit Thiaï ou que ce soit Félix Caséus, Thiémil, et qui a fait le tour du monde. Donc je crois que c'est aussi important à ce niveau. Et puis il y a un personnage qui m'a toujours fasciné, c'est Michel Nicole. Michel Nicole était entrepreneur de spectacle, mais quand on regarde à cette époque, il y avait plusieurs groupes de la Caraïbe qui venaient à la Martinique, et c'était un foisonnement culturel qui permettait à une économie
une économie culturelle de se développer. Il y avait celui qui fabriquait l'imprimeur, qui fabriquait les affiches, celui qui fabriquait les banderoles, le conducteur des artistes, et il y avait aussi les personnes qui faisaient la cuisine pour que les balles fonctionnent. Donc, c'était une économie... Mais tu oublies quelqu'un? Oui. Il y avait les débardeurs. Les débardeurs. Les débardeurs. Ah oui. Donc, quand on regarde tout ça, ce personnage a permis quelque part à la culture caribéenne de se développer dans toute la Martinique. Pas seulement la Martinique, la Guadeloupe, partout. La Guadeloupe, la Guyane. Paris, partout. Donc, il a créé une économie culturelle. Alors, vous êtes sérieux là? Mais mais non, ce monsieur est venu, il a éliminé notre Begin, il a éliminé notre Mazouk, il a éliminé toute notre musique traditionnelle pour nous lancer dans le compas haïtien, puis vous lui rendez hommage? Non. Je dis quelque chose, que ce personnage a créé une économie qui a permis à la culture caribéenne de se développer. Et puis il y avait d'autres organisateurs. On a parlé de Loulou Bois-la-Ville, on a parlé de plein d'autres. Loulou Bois-la-Ville, c'était les grands ballets de Martinique. Est-ce que le Belay, tout ça, était parti? Mais c'était dedans, quoi. C'était présenté dans les spectacles. Lorsqu'on dit ça, on est obligé de parler de Baba Gribalier. D'accord. C'était monsieur Belay, Oui, ou le groupe folklorique Martinique qui est devenu le grand ballet. Le grand ballet après. Alors, je peux ajouter, M. François, il est mort, le papa de Jean-Michel Babimol. Donc, à la bananerie. Alors, il y avait Hugo Copec, je savais bien, avant l'orchestre, c'est-à-dire en première américaine, avant l'orchestre haïtien qui devait jouer. Et quand même, il a tenu à garder la tradition martiniquaise. Roger François. Un petit morceau. Bon. Mais il fallait faire des émissions. Vous alliez danser à l'époque, non? Mais oui, comme tout le monde. Les musiques à la Rivière Pilote et tout ça, on a connu ça. L'été dansant. Quand on était étudiant, on rentrait et on allait danser, c'est évident. Nous pouvons dire que là, aujourd'hui, mais il y a toute une jeunesse qui ne connaissent pas ces choses-là. Ah oui. Une génération, ils ne savent pas tout ça. Ouais. C'est pourquoi il faudrait plus d'émissions avec des invités pour expliquer tout ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire? En 2 minutes, parce que l'émission est terminée. Il me regarde là avec hostilité. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous avez eu le plaisir de converser pendant plus d'1 heure avec vous, devant vous, avec M. Daniel Bétis, M. Sulikali. C'était à l'occasion du décès de Mano Lutobi, dont nous avons dit ensemble que c'était un personnage historique de l'histoire de ce pays, parce qu'avec lui, le créole a acquis une autre dimension, sa vraie dimension. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Merci. Merci.